Il y a des silences qui crient plus fort que n'importe quelle dispute. Il y a des départs qui ne sont pas des fuites, mais des choix réfléchis. Et il y a des changements qui n'ont pas besoin d'être annoncés, car tout le monde les ressent, même si tu ne dis rien. Si quelqu'un t'a quitté, que ce soit après une rupture, une amitié cassée ou une trahison déguisée, la réaction la plus fréquente est de vouloir combler le vide tout de suite. C'est courir après, envoyer des messages, demander des réponses, chercher des explications. C'est supplier l'autre de voir ta valeur. Mais le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. La valeur ne se prouve pas à quelqu'un qui a choisi de l'ignorer, elle se vit pour soi-même dans le silence. Imagine ceci, tu disparais, pas comme une fuite, mais comme une stratégie. Aucune publication, aucune allusion, aucun geste qui dit « regarde comme je souffre » ou « regarde comme j'ai changé ». Rien. Ton absence n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, mentale, numérique. Pendant que l'autre pense que tu restes là, à graviter autour de lui, tu sors complètement du décor. Et à la place, tu commences à bâtir quelque chose que personne n'attendait. Une version de toi qui n'a plus besoin d'approbation pour exister. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. » Et c'est là la clé du premier pas. Ne pas répondre à l'attaque, ne pas entrer dans le jeu, ne pas céder à l'envie de prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du contrôle. Car quand tu te retires sur ton propre terrain, tu ne perds pas, tu prépares la riposte la plus forte qui soit, ton évolution. Le choc silencieux, c'est ce moment où tu comprends que ton énergie est limitée et que si tu continues à la gaspiller pour réparer ce qui est déjà brisé, il ne te restera presque rien pour construire du neuf. C'est là que naît la décision. Pendant 3 jours, tu vas te couper de tout ce qui te rattache à cette histoire finie. Dans le stoïcisme, ce retrait stratégique est vu comme un vrai courage. Parce qu'il est bien plus facile de rester en contact, de vérifier les réseaux, de demander des nouvelles par d'autres, d'inventer des excuses pour rester proche. Le plus dur, c'est de se dire « à partir de maintenant, ma vie ne tourne plus autour de celui qui a choisi de la quitter ». Le silence a un effet puissant. Il oblige l'autre à faire face à ton absence. Et quand quelqu'un qui avait l'habitude de ta présence réalise qu'elle n'est plus là, le vide n'est pas comblé par l'orgueil, mais par la curiosité. Et la curiosité est dangereuse. Elle sème des doutes, remet des choix en question, réveille des regrets. Mais attention, le but n'est pas de provoquer un regret. S'il vient, ce sera juste une conséquence. Le vrai but, c'est que dans 3 jours, tu puisses te regarder et voir que tu n'es plus au même endroit émotionnel qu'au moment de la perte. Que, là où il y avait des messages ignorés et des nuits blanches, il y a maintenant du silence. Et, dans ce silence, de la construction. Dès la première minute de ce processus, tu ressentiras un grand malaise. L'envie de te justifier, d'envoyer juste un dernier message, reviendra. Mais c'est là qu'il faut se rappeler Épictète. Si quelqu'un te provoque, comprends que ce n'est qu'une opinion, et il n'est pas nécessaire d'y réagir. Le monde s'attend à ce que tu fasses ce qui est prévisible. Le stoïcien, lui, fait l'inverse. Ce premier pas consiste à comprendre que ton absence peut en dire plus que n'importe quel discours. C'est refuser de tomber dans le piège de croire que celui qui part en premier gagne. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas de dominer une dispute, mais de se dominer soi-même. C'est maîtriser l'envie de se montrer, de demander, de s'expliquer. 3 jours de silence et de concentration ne vont pas effacer la douleur tout de suite, mais vont laisser de la place à une nouvelle histoire intérieure. Une où tu n'es pas la victime d'un choix venu d'ailleurs, mais l'auteur de ta propre reconstruction. Et c'est là que le choc silencieux commence à agir. Tu ne préviens pas, tu ne publies pas, tu ne partages pas. Tu vis simplement et tu laisses l'écho de ton absence parler à ta place. Dans les parties qui viennent, on verra étape par étape chacun de ces 3 jours. Mais avant, garde bien ça en tête. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et utilisé avec régularité, il change la manière dont le monde te voit et surtout dont tu te vois toi-même. Jour 1. Le silence stratégique. Le premier jour est le plus dur, parce que c'est là que tu mesures vraiment l'ampleur de ton attachement.
Ce n'est pas seulement ne pas envoyer de messages, c'est gérer le poids de chaque habitude que tu as créée autour de cette personne. Ouvrir le téléphone et ne pas chercher son nom. Recevoir une alerte et résister à l'envie de croire que c'est elle. Passer devant un endroit et ne pas laisser un souvenir te ramener en arrière. Dans le stoïcisme, on appelle ça le contrôle sur ce qui est à ta portée. Marc Aurèle se répétait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends-le et tu trouveras la force. » Aujourd'hui, ton objectif est exactement celui-là. Mettre toute ton énergie sur ce qui dépend uniquement de toi. Et la première action concrète, c'est couper les déclencheurs. Si tu suis encore cette personne sur les réseaux, mets-la en sourdine ou arrête de la suivre. Pas par vengeance, mais pour te protéger. Si tu as de vieilles conversations, archive-les ou supprime-les. Pas pour effacer, mais pour éviter de raviver l'envie de relire. Ce n'est pas un geste dramatique, c'est un geste précis. Tu enlèves les points de contact qui gardent la blessure ouverte. Le silence stratégique, c'est plus qu'un manque de mots. C'est un repositionnement intérieur. Aujourd'hui, tu décides que ton attention est une ressource trop précieuse pour être gaspillée. Tu choisis de la mettre sur quelque chose qui ne te tire pas vers l'arrière. Mais le silence n'est pas seulement extérieur, il est aussi mental. Dans la journée, des pensées vont arriver. Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'il regrette? Et si j'envoyais juste un salut pour savoir? Quand elles viendront, ne les combats pas comme si c'étaient des ennemis. Observe-les comme le ferait un stoïcien. Vois-les comme de simples pensées, pas des ordres. Sénèque disait « Nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par la vision que nous en avons. » Une pensée n'a pas de pouvoir, tant que tu ne lui donnes pas ton attention et ton énergie. Pour t'aider ce premier jour, mets en place de petits rituels. Dès que tu te lèves, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça déplace ton attention de ce que tu as perdu vers ce que tu as encore. Si tu as envie de reprendre contact, change de lieu physiquement. Lève-toi, va ailleurs, fais quelque chose qui casse le schéma. L'esprit peut être entraîné, mais il réagit à des déclencheurs concrets. Et si tu brises ces déclencheurs, l'envie perd de sa force. Et voici un point que beaucoup oublient. Le silence stratégique est aussi un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de jouer pour faire réagir l'autre. Ça, c'est juste du théâtre émotionnel, et le stoïcisme n'enseigne pas des jeux. Il enseigne à vivre en accord avec tes valeurs. Le silence, c'est protéger ton espace intérieur pour qu'il puisse laisser naître quelque chose de nouveau. Pendant ce premier jour, le monde autour de toi peut sembler plus bruyant. Tu vas remarquer des musiques, des phrases, des images qui te font penser à cette personne. C'est normal, ton esprit est encore habitué à chercher des liens. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas suivre ce chemin dans ta tête, tu renforces un muscle intérieur qui, au bout de ces 3 jours, sera bien plus solide. Vois ça ainsi. Aujourd'hui, tu plantes des graines dans ton propre jardin. Peut-être qu'il n'y a pas encore de fleurs, peut-être que la terre paraît vide, mais le simple fait de planter est déjà une déclaration silencieuse que tu choisis de faire pousser autre chose. Et voilà la beauté du silence stratégique. Il ne se remarque pas le jour même. Au début, l'autre ne s'en rend même pas compte. Mais à mesure que les jours passent et que tu ne te montres pas, que tu ne commentes pas, que tu ne réagis pas, quelque chose change. Tu n'es plus disponible comme avant. Et ça, pour quelqu'un qui avait l'habitude de ta présence constante, c'est gênant. Mais je le répète, ce n'est pas pour ça que tu le fais. Tu le fais parce que tu as compris que tu ne veux plus dépenser ton énergie à convaincre quelqu'un de rester. Tu as besoin de cette énergie pour rester entier avec toi-même. À la fin de ce premier jour, regarde en arrière et réalise que tu as tenu bon. Que l'absence de contact ne t'a pas détruit, ne t'a pas effacé, ne t'a pas diminué. Au contraire, elle a commencé à te rendre ce que tu avais donné sans t'en rendre compte, ta propre force. Demain, au 2e jour, tu utiliseras cette force retrouvée pour quelque chose d'encore plus fort. Reconstruire, de l'intérieur vers l'extérieur, une version de toi que plus rien ne pourra renverser. Jour 2, reconstruction intérieure. Le 2e jour est le plus révélateur, parce que le premier, tu as seulement coupé le contact et retenu l'élan.
Aujourd'hui, le vide laissé par le silence commence à apparaître, et c'est là que beaucoup se perdent. Si tu ne remplis pas cet espace avec quelque chose de constructif, ton esprit essaiera de le remplir avec le passé. Le stoïcisme enseigne que la douleur n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est ce que tu décides d'en faire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, dans ces moments les plus durs, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers devient le chemin. Et aujourd'hui, ce qui se met en travers, c'est l'écho de cette absence. La reconstruction intérieure commence quand tu prends cet écho et que tu le transformes en quelque chose d'utile. L'objectif de cette journée est de réorienter ton centre. Hier, tu t'éloignais de quelque chose. Aujourd'hui, tu commences à te rapprocher de toi. La première étape est de te reconnecter à des activités qui ne dépendent de personne pour exister. Lis un livre que tu voulais depuis longtemps, mais que tu n'as jamais commencé. Reprends un passe-temps que tu avais laissé tomber. Lance un projet, même petit, qui puisse te donner un sentiment d'avancée. Ton esprit doit voir qu'il y a de la vie, du mouvement et de la progression même sans cette personne. Mais reconstruire à l'intérieur, ce n'est pas seulement faire des choses, c'est aussi remettre de l'ordre dans tes pensées. Sénèque disait « Tant que nous ne savons pas quoi suivre, ni qui, nous marcherons toujours dans le noir. » C'est le moment d'éclaircir ta vision. Prends une feuille et écris « Quel genre de vie je veux avoir dans un an ?» N'écris pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Écris pour toi. Note les domaines qui ont besoin d'attention. Physique, émotionnel, financier, spirituel. La clarté est la première pierre d'une reconstruction solide. Et voici un détail important. Le silence, qui hier paraissait vide, devient aujourd'hui une présence. Ta présence avec toi-même. Tu vas commencer à sentir que tu n'as pas besoin de courir, remplir chaque minute avec des distractions. Tu vas comprendre que le bruit du monde n'est pas obligatoire. Et ça, c'est une vraie liberté. Le deuxième jour, c'est normal qu'il y ait encore des moments de faiblesse. Tu peux te surprendre à imaginer ce que ce serait d'apparaître un peu juste pour voir la réaction. Mais souviens-toi, cet élan n'est qu'un piège de l'ego. L'ego veut prouver quelque chose. L'âme veut la paix. Le chemin stoïcien choisit toujours la paix, même si l'orgueil crie pour une revanche. Alors, quand cet élan arrive, utilise la technique de la prise de distance mentale. Épictète disait que, quand une pensée gênante surgit, il faut se dire « Tu n'es qu'une idée, pas la réalité ». Répète-le dans ta tête. Cette phrase simple t'offre l'espace pour ne pas agir sous le coup de l'émotion. La reconstruction intérieure est aussi physique. Sers-toi de ce jour pour prendre soin de ton corps, car le corps est le premier espace où l'esprit s'ancre. Fais du sport, marche, étire-toi. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais d'envoyer un signal à ton esprit que tu es vivant, actif et maître de toi. Autre point essentiel, nourrir ton esprit. Aujourd'hui, choisis avec soin ce que tu consommes. Et je ne parle pas seulement de nourriture. Films, musique, discussions, réseaux sociaux. Tout peut te tirer vers le bas ou te pousser vers le haut. Évite ce qui réveille la tristesse ou la nostalgie. Cherche ce qui renforce ta force et ta clarté. Et voilà le vrai secret du deuxième jour. La reconstruction intérieure n'a pas besoin d'être vue par qui que ce soit pour l'instant. Ne publie pas, ne préviens pas, n'envoie pas d'allusion. Toute vraie transformation naît dans l'ombre, comme la racine d'un arbre. Ce qui est solide et discret à l'intérieur finira par se voir dehors, et on ne pourra pas l'ignorer. À la fin de cette journée, tu sentiras que le poids du premier jour commence à baisser. Pas parce que la douleur est partie, mais parce que tu as commencé à lui donner un sens. Et une douleur qui a un sens devient un carburant. Demain, au troisième jour, on parlera du moment de réapparaître. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour vivre la nouvelle version de toi que tu as construite dans le silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris que le silence n'est pas un vide. C'est une action déguisée. Chaque pas que tu as fait dans ces derniers points a été, en réalité, un choix volontaire de protéger ton énergie et d'orienter ta vie.
Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de fort. Arrête-toi un instant et reconnais que tu es plus fort qu'au début de ce parcours. Tu ne t'en rends peut-être pas compte encore, mais ta façon de voir la situation a changé. Tu n'es plus prisonnier de l'envie de réagir dans l'instant. Tu as compris que tu peux reculer d'un pas pour avancer de 10. Et voilà notre moment de lien. Je veux que tu écrives dans les commentaires une phrase qui soit un engagement personnel et qui inspire aussi les autres qui verront cette vidéo. La phrase est « Je grandis en silence ». En écrivant cela, tu ne fais pas qu'interagir, tu affirmes pour toi-même que c'est l'attitude que tu garderas à partir de maintenant. Maintenant, retour à notre leçon. Ce que nous avons vu jusque-là est bien plus qu'un ensemble de méthodes. C'est un repositionnement complet. Tu as commencé par couper le contact et enlever les déclencheurs qui te retenaient jour 1. Ensuite, tu as ramené ton attention sur toi en reconstruisant ton centre intérieur, jour 2. Puis, nous avons appris que le jour 3 est celui où tu réapparais transformé. À la place, tu sais maintenant comment entraîner ton esprit pour éviter de retomber en gardant la constance même quand la tentation revient. Cet entraînement continu, avec le gain silencieux qui change ta présence, c'est ce qui fait que le monde voit qu'il y a eu un changement, même si tu ne dis rien. Dans la dernière partie, on a parlé du pouvoir d'appliquer le cycle de 3 jours à n'importe quel domaine de la vie, que ce soit en pleine crise au travail, dans un choix important ou même lors d'un moment de fatigue personnelle. Et c'est essentiel. Comprendre que ce n'est pas seulement une solution pour des relations passées, mais une méthode pour toute situation qui demande clarté, concentration et maîtrise de soi. Ce qui vient ensuite est la suite naturelle de ce chemin. Quand tu gardes ce rythme, tu commences à gagner un vrai respect. Pas un respect imposé, forcé ou exigé. C'est ce respect discret qui vient de quelqu'un qui vit selon ses propres valeurs et qui ne se perd pas à vouloir plaire ou blesser qui que ce soit. Jour 3. Réapparaître transformé. Le 3e jour n'est pas là pour revenir dans le monde en cherchant des applaudissements. Ce n'est pas pour montrer à l'autre que tu as survécu. C'est vivre d'une façon si authentique que même si personne ne te regarde, ça vaut quand même la peine. Jusqu'ici, le silence a été ta protection et la reconstruction ton appui. Maintenant, il est temps d'exister de nouveau. Pas comme celui qui a été laissé, mais comme celui qui a choisi de grandir. Dans le stoïcisme, il y a un principe fort. La vraie grandeur, c'est d'être indépendant des circonstances extérieures. Quand tu arrives au 3e jour, tu sais déjà que la valeur de ta vie n'est pas liée à la décision de quelqu'un d'autre. C'est le moment de confirmer cette vérité par tes actes. La réapparition n'a pas besoin d'être théâtrale. Elle peut être aussi simple que continuer ta routine avec régularité. Aller travailler, étudier, t'entraîner, voir des amis, t'occuper de chez toi, rire à nouveau. Mais il y a quelque chose de changé. Tu ne le fais pas pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu le fais parce que tu as reconstruit l'axe qui porte ta vie. Souvent, l'effet de la réapparition ne vient pas de ce que tu fais, mais de la manière dont tu le fais. Dans un ton de voix plus posé, dans une posture plus assurée, dans un regard qui ne cherche plus l'approbation. Ce genre de changement ne peut pas être forcé. Il est le résultat de jours à te choisir toi-même. Et oui, il est possible que ceux qui se sont éloignés s'en rendent compte. Peut-être directement, peut-être en entendant parler de toi. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Car ton énergie n'est plus tournée vers provoquer une réaction, mais vers garder ton évolution. Réapparaître, c'est aussi un test. Tu vas revoir des situations, des lieux et même des gens qui étaient autrefois des déclencheurs. Et là, tu verras à quel point tu as changé. Peut-être que ce bar qui te paraissait insupportable n'est plus qu'un endroit banal. Peut-être que cette chanson qui te serrait la gorge te laisse juste un souvenir, sans douleur. Et voilà le point clé. Réapparaître transformé, c'est ne pas laisser le passé dicter le ton du présent. Tu ne reviens pas comme quelqu'un qui veut encore discuter de l'histoire. Tu reviens comme celui qui a déjà écrit un nouveau chapitre. Épictète disait qu'il ne faut pas attendre que les choses arrivent comme on veut, mais accepter qu'elles se passent comme elles sont. C'est le vrai pouvoir que donne le 3e jour. Accepter avec maturité que tu n'as plus besoin que tout se passe comme tu le souhaites pour être bien. En pratique,
Ce jour-là peut inclure de petits gestes qui montrent ta nouvelle version au monde. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour vivre ta vie simplement. Changer de coupe de cheveux, porter quelque chose qui te fait te sentir bien, publier une photo simple, pas comme provocation, mais comme reflet de celui que tu es en train de devenir. Mais attention, c'est ici que beaucoup se sabotent. En voulant montrer qu'ils vont super bien, ils transforment tout en spectacle juste pour attirer l'attention de l'autre. Ce n'est pas une vraie réapparition, c'est un piège de l'ego. Le vrai retour arrive quand, même si personne ne le voit, tu ressens de la fierté pour ce que tu as construit durant ces jours. Et tu sais ce qui est étonnant? Souvent, le monde commence à remarquer justement au moment où tu arrêtes de vouloir être remarqué. Parce que ton énergie change, ta présence change, et cela se sent même sans parole. À la fin du 3e jour, tu regardes en arrière et tu vois que tu as traversé un cycle complet. Le 1er jour, tu as coupé le bruit et repris le contrôle. Le 2e, tu as commencé à te reconstruire de l'intérieur. Le 3e, tu es revenu plus en accord avec la personne que tu veux être. C'est le genre de changement qui ne disparaît pas. Parce que ce n'est pas seulement l'autre qui le voit, c'est toi qui le ressens. Et sentir cette force en toi, c'est ce qui t'empêche de retomber dans les anciens schémas. À partir de là, tu n'as plus besoin d'attendre que le regret de l'autre soit ta victoire. Parce que ta victoire est déjà là. Tu tiens les rênes de ta vie. Dans la prochaine partie, on va parler du piège de l'orgueil et de la vengeance et comment l'éviter pour ne pas détruire tout ce que tu as construit en 3 jours. Partie 1. Le piège de l'orgueil et de la vengeance. Peu de choses détruisent une évolution aussi vite que l'envie de prouver quelque chose à celui qui t'a blessé. L'orgueil est un saboteur discret. Il se déguise en force, mais en réalité, ce n'est qu'une forme subtile de dépendance. Parce que quand tu veux que l'autre voie à quel point tu as changé, tu le laisses encore être le centre de ta vie. Tu peux croire que tu agis seul, mais au fond, tu bouges encore pour un public qui ne te regarde peut-être même pas. Et c'est là que beaucoup chutent. Ils passent des jours à se renforcer, à couper de mauvaises habitudes, à se taire, à grandir. Mais à la première occasion, ils transforment cette nouvelle force en arme pour atteindre l'autre. Ils publient des allusions, exagèrent dans l'affichage, choisissent leurs mots et gestes non pas pour vivre, mais pour provoquer. Ce n'est pas de la liberté, c'est une prison sous une autre forme. Le stoïcisme enseigne que réagir par vengeance, c'est donner à l'autre un pouvoir sur ton état d'esprit. Sénèque disait « La meilleure vengeance, c'est de mépriser l'offense. » Et mépriser, ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas blessé ou agir comme si on était au-dessus. Mépriser, c'est choisir que la douleur ne sera pas le moteur de tes actions. C'est décider que ce qui est arrivé ne fixera pas le rythme de ta vie à partir de maintenant. L'orgueil veut des applaudissements. La vengeance veut que l'autre ressente ce que tu as ressenti. Mais aucune de ces choses ne te rend la paix. Ce qui te rend la paix, c'est de savoir que ta vie avance, peu importe qui regarde ou qui ne regarde plus. Imagine que tu montes une montagne. Tu as déjà fait la moitié du chemin, avec effort, sueur et concentration. Mais soudain, tu entends la voix de celui resté en bas te provoquer. Si tu t'arrêtes pour répondre, tu perds souffle, temps et élan. Tu redescends peut-être même sans t'en rendre compte. Le stoïcien ne s'arrête pas pour répondre. Il continue à monter jusqu'à ce que la voix en bas devienne trop faible pour être entendue. Le piège de l'orgueil est aussi dans l'envie de rendre l'appareil. Mais cette monnaie est toujours sans valeur. Si quelqu'un t'a blessé par l'indifférence, la froideur ou le manque de respect, et que tu rends la même chose, tu t'alignes. Et t'aligner sur ce qui t'a fait mal, c'est abandonner la transformation que tu as bâtie. Tu échanges une route de croissance pour un petit jeu qui n'apporte rien à ta vie. Épictète rappelait qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais qu'on peut contrôler ce qu'on choisit de faire. Au moment où tu réalises que tu agis juste pour provoquer ou montrer quelque chose à quelqu'un, demande-toi: est-ce que ça sert à ma croissance ou à mon ego? Cette question simple mais puissante suffit à stopper bien des gestes impulsifs qui paraissent des victoires sur le moment, mais deviennent des regrets après. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la vengeance apporte rarement l'effet qu'on imagine.
Tu penses qu'en montrant que tu vas bien, l'autre va regretter. Mais en réalité, il peut juste ignorer, minimiser ou comprendre autrement. Et alors, ton effort cesse d'être pour toi et devient pour une réaction qui ne viendra peut-être jamais. Et si elle vient, il se peut qu'elle ne donne pas la sensation que tu pensais. C'est pourquoi le stoïcien choisit la voie la plus difficile et la plus libératrice. Continuer à évoluer sans avoir besoin que qui que ce soit le reconnaisse. Ta vie est déjà la preuve que tu as avancé. Et l'absence d'effort pour prouver quelque chose, c'est souvent ce qui attire le plus l'attention, même si tu ne le vois pas. Le vrai respect vient en conséquence, pas comme but principal. L'orgueil et la vengeance volent aussi l'énergie que tu pourrais mettre dans ta propre construction. Chaque fois que tu passes trop de temps à te demander ce que l'autre va penser, tu oublies de penser à ce qui compte vraiment pour toi. Tu laisses tomber tes études, un projet nouveau, ta santé, parce que tu es trop occupé à préparer une mise en scène pour que quelqu'un regarde. Et, ironiquement, souvent, ce quelqu'un ne regarde même pas. Le silence que tu as bâti les premiers jours n'est pas seulement l'absence de parole. C'est un bouclier pour protéger ton énergie. Ne gaspille pas ça en voulant transformer ta progression en spectacle. La vraie progression n'a pas besoin de scène, car celui qui vit vraiment n'est pas en train de jouer. L'orgueil est aussi trompeur car il ne se présente pas en disant qui il est. Il se cache derrière la motivation, la volonté, voire l'estime de soi. Mais la différence, c'est que l'estime de soi construit de l'intérieur, alors que l'orgueil construit vers l'extérieur pour être vu. Et tout ce que tu construis vers l'extérieur est fragile, car il dépend du regard des autres pour tenir debout. La leçon est claire. Quand tu agis poussé par l'ego, c'est encore l'autre qui fixe les règles. Quand tu agis poussé par tes valeurs, c'est toi qui tiens les commandes. Et dans ce jeu, la victoire n'est pas le regret de celui qui t'a quitté. La victoire, c'est te réveiller chaque jour, en sachant que ta vie ne dépend plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, quand tu sens l'orgueil frapper à ta porte, rappelle-toi, il ne vient pas pour te protéger, mais pour te ramener sur le terrain où tu as déjà perdu une fois. Et ce terrain ne mérite plus ta présence. Ferme la porte, garde le cap et continue à gravir ta montagne, jusqu'à ce que le monde en bas devienne trop petit pour influencer ton chemin. Dans la prochaine partie, on va voir comment entraîner l'esprit pour ne pas retomber dans ces schémas, en gardant ton évolution solide, même quand la tentation revient. Partie 2. L'entraînement mental pour ne pas rechuter. Arriver ici a été un grand pas, mais rester ici demande un autre type de force. La phase initiale de la transformation peut sembler plus intense, car il y a un but clair: couper, reconstruire, réapparaître. Mais après ça, l'esprit commence à se relâcher, et c'est exactement là que se cache le danger. L'esprit humain a un piège dangereux. Il aime ce qui est familier, même si c'est mauvais pour toi. Vieilles habitudes, vieilles discussions, vieux lieux, tout cela peut à nouveau sembler inoffensif après un certain temps. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras par retomber dans des schémas qui t'ont déjà détruit. Le cerveau ne distingue pas le mauvais du bon selon ce qui te fait avancer. Il distingue selon ce qui lui est familier. Si c'était constant avant, il va chercher à le ramener, même si ça te fait du mal. Dans le stoïcisme, cette vigilance s'appelle l'attention continue. Être assez présent pour repérer à l'instant même, quand les vieilles habitudes tentent de revenir. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Autrement dit, si tu laisses ton esprit se teinter chaque jour de souvenirs, de rancunes ou de comparaisons, tu finiras par revivre comme avant, sans même t'en rendre compte. La première étape pour ne pas rechuter, c'est créer des rituels d'ancrage. Ce sont de petites habitudes quotidiennes qui te rappellent la route que tu choisis maintenant. Ça peut être commencer la journée par une phrase stoïcienne, noter un objectif pour la semaine ou consacrer 10 minutes à quelque chose qui renforce ton self-control, comme méditer, lire un passage inspirant ou faire un peu de sport. Ces rituels sont comme des murs mentaux contre les rechutes. Les répéter crée de nouveaux chemins dans ton esprit, ce qui rend plus simple de garder le cap. Autre point clé, ne pas embellir le passé. Quand elle est en manque, la mémoire a tendance à filtrer,
rendant les souvenirs plus beaux qu'ils ne l'étaient. Tu te mets à ne retenir que les bons moments, oubliant les blessures, les silences lourds, les manques de respect, les jours d'insécurité. Sénèque avertissait, le souvenir doit servir à apprendre, pas à enchaîner. À chaque fois que la nostalgie arrive, ne te laisse pas rappeler seulement le côté agréable. Ramène aussi en mémoire les raisons qui t'ont poussé à partir. Ça garde ta lucidité. L'entraînement mental stoïcien consiste aussi à passer de la réaction à l'action. Quand une pensée gênante surgit, au lieu de t'y accrocher, passe vite à une tâche concrète. Range un placard, fais la vaisselle, apprends quelque chose, va marcher. Le corps en mouvement aide l'esprit à ne pas s'accrocher à des fantômes. C'est presque impossible de nourrir des idées nocives en étant concentré sur quelque chose d'utile. Et voici un exercice simple mais puissant. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce qui dépend seulement de moi aujourd'hui? Cette question te remet aux commandes et écarte les distractions. Si la réponse est bien manger, faire du sport, lire 10 pages, respecter mon planning, alors fais-le. Et si quelque chose ne dépend pas de toi, comme l'avis de quelqu'un, un message qui ne vient pas, ou un geste qui n'est pas sous ton contrôle, laisse tomber. Un autre entraînement essentiel, c'est de neutraliser les déclencheurs. Si certains lieux, musique, personnes ou réseaux sociaux te tirent encore vers le bas, évite-les pour l'instant. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence tactique. Dans le stoïcisme, éviter les tentations n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Plus tu t'exposes à des signaux nocifs, plus il est difficile de garder la nouvelle route que tu bâtis. Il faut aussi accepter que ne pas rechuter ne veut pas dire ne jamais avoir envie. Il y aura des jours où l'envie de voir ce que devient l'autre sera forte. La différence, c'est que maintenant tu as la conscience et les outils pour ne pas agir par réflexe. Épictète disait qu'on ne choisit pas nos premières pensées, mais qu'on peut choisir ce qu'on fait avec. En clair, avoir envie n'est pas le souci. Céder sans réfléchir, c'est ce qui brise tes progrès. Rester solide passe aussi par le soin de ton environnement. Entoure-toi de personnes, de contenus et de lieux qui renforcent ta nouvelle attitude. L'environnement, c'est comme le vent pour un bateau. Il peut te pousser en avant ou t'emmener là où tu ne veux pas aller. Si tu côtoies chaque jour des gens qui vivent dans le passé, se plaignent de tout et ne respectent pas les limites, tu devras renforcer encore plus tes défenses mentales ou t'éloigner quand c'est possible. Pour rendre cet entraînement plus solide, prépare un plan de réaction rapide pour les moments où tu sens que tu es sur le point de céder. Ça peut être appeler quelqu'un de confiance, faire une activité physique intense, écouter quelque chose qui t'inspire, ou même relire la raison qui t'a poussé à commencer ce changement. Cette action immédiate coupe le cycle avant qu'il ne prenne de l'élan. Et surtout, comprends que ne pas rechuter n'est pas un acte unique, c'est une pratique quotidienne. Tu ne bats pas l'orgueil et la tentation une fois pour toutes. Tu les bats aujourd'hui et demain tu recommences. Ce n'est pas un fardeau, c'est une liberté. Parce que chaque jour où tu choisis de ne pas revenir en arrière, c'est une brique de plus dans le mur qui te protège de ce qui t'a déjà détruit. Dans la prochaine partie, on va parler du gain silencieux qui naît de cette régularité. Comment ta présence change sans que tu aies à dire un mot et comment cela influence la façon dont le monde te voit. Partie 3. Gain silencieux. L'effet sur ta présence. Il y a un moment dans tout processus de changement où tu réalises que tu n'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tu n'as plus envie de justifier tes choix, ni de raconter au monde ce que tu fais pour te renforcer. Ta seule présence parle pour toi. C'est comme si l'air autour de toi avait changé. Les gens te regardent et sentent quelque chose de différent, sans pouvoir dire exactement quoi. C'est ça, le gain silencieux. C'est le résultat de jours, de semaines ou de mois à fortifier ton esprit, à prendre soin de ton corps, à mieux choisir tes mots, à préserver ton énergie. Tu n'essaies plus de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu vis simplement de manière à ce qu'elle devienne évidente d'elle-même, même si personne ne dit rien. Le stoïcisme a toujours enseigné que la vraie autorité ne vient pas du fait de parler plus fort, mais de vivre en cohérence. Marc Aurèle n'avait pas besoin de crier pour être écouté. Sa posture et ses actes inspiraient le respect avant même qu'il ne dise un mot. Épictète disait aussi que le caractère d'un homme se révèle plus par ce qu'il endure en silence
que par les victoires qu'il annonce. Quand tu maintiens le silence stratégique et la reconstruction intérieure, quelque chose se met en place. Ta posture change. Tu marches plus droit sans t'en rendre compte, comme si tu portais moins de poids émotionnel. Ton regard change. Il ne cherche plus l'approbation. Il y a de la fermeté et de la tranquillité dedans. Ta voix change. Plus posée, plus assurée, moins pressée, comme si tu n'avais pas besoin de courir pour être entendu. Et les gens le voient. Même ceux qui n'ont jamais connu ta douleur sentent que tu as une solidité différente. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et la vraie assurance ne se construit pas en cherchant à impressionner, mais en restant constant dans ce en quoi tu crois. Le plus intéressant, c'est que cet effet n'apparaît pas parce que tu veux montrer quelque chose. Il apparaît justement parce que tu as cessé de vouloir montrer. Et cette absence d'effort pour impressionner crée un magnétisme naturel. C'est l'inverse du manque, c'est la présence entière. Tu n'as pas besoin de courir après l'attention, car ton énergie suffit déjà à attirer naturellement ceux qui doivent être là. Ce gain silencieux éloigne aussi certaines personnes. Ceux qui avaient l'habitude de te voir toujours disponible, toujours prêt à céder, peuvent se sentir mal à l'aise face à ta nouvelle attitude. Et c'est très bien ainsi. Le but n'a jamais été de plaire à tout le monde. Le but, c'est de vivre en accord avec celui que tu as choisi d'être. L'éloignement de certains est souvent l'espace qui permet l'arrivée de personnes plus en phase avec ta nouvelle étape. Épictète disait « Commence par te dire à toi-même qui tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut faire. » Quand ta décision intérieure est déjà prise, ta manière d'agir cesse d'être une réaction. Tu ne réponds plus pour prouver quelque chose. Tu réponds parce que tu sais qui tu es. Ce changement se remarque même si tu n'en dis pas un mot. Et tu sais quelle est l'ironie. Quand ta présence change, souvent ceux qui sont partis reviennent, intrigués. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé, ce qui a changé, pourquoi tu ne sembles plus le même. Mais à ce moment-là, ta réponse intérieure est différente. Tu n'as plus besoin de cette validation. Que la personne ait ou non une place dans ta nouvelle vie, c'est toi qui décides, et non une question de quémander de l'attention. Ce magnétisme discret ne s'achète pas, ne se simule pas, et ne se construit pas du jour au lendemain. Il vient de petites décisions quotidiennes. Rester solide, ne pas rechuter, continuer à évoluer même quand personne ne regarde. Ce sont des choix qui paraissent simples. Garder de bonnes habitudes, peser ses mots, protéger son temps. Mais, mis bout à bout, transforme complètement la façon dont le monde te voit. Le gain silencieux renforce aussi les bonnes connexions. Les gens qui apprécient le calme, la clarté et le respect se rapprocheront davantage de toi. Il semble que ton énergie n'est pas dispersée à vouloir plaire à tout le monde. Et cela ouvre la voie à des relations plus saines et équilibrées, sans jeux émotionnels ni manipulation. Un autre effet important est intérieur. Le respect que tu commences à avoir pour toi-même. Quand tu réalises que tu vis selon tes principes et que tu n'as pas cédé à l'envie de revenir en arrière, ton estime de toi grandit de manière stable et durable. Et cette confiance intérieure est impossible à ignorer. Au bout du compte, les faits sur ta présence prouvent que tout ce parcours en valait la peine. Tu ne réagis plus au monde. Tu agis depuis un centre solide, bâti dans le silence. Ce que tu es à l'intérieur est enfin en phase avec ce que tu montres à l'extérieur. Et c'est rare, précieux et puissant. Dans la prochaine partie, on va parler de ta nouvelle version et de comment vivre pour que le passé n'ait plus de pouvoir sur ton présent. Partie 4. La nouvelle version de toi-même. Arriver ici veut dire que tu n'es déjà plus la même personne qu'avant. Et ce n'est pas juste une phrase de motivation pour faire joli. C'est un fait qu'on peut constater. Les choix que tu as faits, le silence que tu as gardé, les discussions que tu as évitées, les réponses que tu as choisi de ne pas donner, le travail intérieur que tu as accompli, tout cela a changé ta façon de penser, d'agir et de te placer dans le monde. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté n'est pas faire ce qu'on veut, mais ne dépendre de rien, ni d'émotions incontrôlées, ni de souvenirs lourds, ni de personnes qui cherchent à définir ta valeur. Et quand tu te rends compte que tu vis sans dépendre de l'approbation, de la validation ou même de la présence de ceux qui sont partis,
tu goûtes enfin à cette liberté. Cette nouvelle version de toi-même naît de 3 transformations profondes et fondamentales. L'axe intérieur. Tu ne tournes plus autour d'une autre personne. Ta vie a maintenant un centre à elle, solide, qui ne se déséquilibre pas à la moindre absence. Ton humeur, ton rythme et ton sentiment de valeur ne varient plus au même rythme que les décisions des autres. Le filtre d'énergie. Tu as appris à dire non à ce qui n'apporte rien. Tu as compris que tu n'es pas obligé de porter le poids de tout le monde et que protéger ce que tu as construit est un acte de responsabilité, pas d'égoïsme. Le focus sur ce que tu contrôles. Tes actions se concentrent sur ce qui est à ta portée, laissant le reste suivre son cours naturel. Ce choix t'évite de gaspiller ton énergie dans des disputes, des débats ou des attentes inutiles. Vivre comme cette nouvelle version, c'est accepter que le passé a eu son rôle. Ce n'est pas effacer ou oublier, c'est intégrer. Tout ce qui s'est passé, y compris les douleurs et les injustices, fait désormais partie de l'histoire qui a façonné ce que tu es. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et la différence, c'est que maintenant tu sais où tu vas. L'un des changements les plus marquants de cette étape, c'est le détachement affectif sain. Tu sais que tu peux aimer sans t'effacer, t'impliquer sans te perdre, partager sans devoir te justifier tout le temps. Et ça ne te rend pas froid, ça te rend complet. Tu n'as plus besoin d'être dans toutes les discussions pour te sentir présent. Plus besoin de gagner toutes les batailles pour te sentir vainqueur. Cette nouvelle version de toi-même se nourrit aussi d'objectifs personnels. Tu investis davantage dans des projets à toi, ta santé, tes apprentissages et des expériences qui renforcent ton identité. Chaque réussite, même petite, une habitude maintenue, un but atteint, une discussion évitée par sagesse, te rappelle que ta vie a un sens, peu importe qui est à tes côtés. Et voici l'un des points les plus puissants. Quand tu vis ainsi, le passé perd sa capacité à te diriger. Des lieux qui autrefois étaient douloureux à revoir, des chansons qui déclenchaient des souvenirs, des dates qui serraient le cœur, deviennent juste une partie du décor. Pas parce que tu as forcé l'oubli, mais parce que tu as construit quelque chose de plus grand pour prendre la place. Tu n'as pas gagné en effaçant l'histoire, mais en écrivant des chapitres si solides que le poids de l'ancien n'influence plus ton présent. Le stoïcisme appelle cela amor fati, aimer son destin, même les parties qu'on n'aurait pas choisies. Ce n'est pas de la résignation ni accepter tout et n'importe quoi. C'est de la sagesse. C'est regarder en arrière et comprendre que si les choses ne s'étaient pas passées ainsi, peut-être que tu n'aurais jamais développé cette force, cette clarté, cette autonomie. Vivre comme cette nouvelle version demande aussi une vigilance constante. Ce n'est pas parce que tu t'es renforcé que tu es à l'abri des tentations, des rechutes ou des anciens schémas. Mais la différence, c'est que maintenant tu sais repérer les signaux avant que l'élan ne t'emporte. Tu sais que ta valeur ne se marchande pas et qu'aucune situation ne justifie de perdre le contrôle de toi-même. Quand tu vois que quelque chose ou quelqu'un menace ta paix, tu n'hésites plus à changer de direction. Cette étape apporte aussi une paix discrète. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de prouver que tu as raison. Le but n'est plus de gagner des débats, mais de vivre de manière à ce que ta vie elle-même soit la réponse. L'accord entre ce que tu penses, dis et fais crée une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et peut-être le plus important, tu comprends que cette nouvelle version de toi-même n'est pas un point final, mais un état en évolution permanente. Tu n'as pas atteint le sommet. Tu as simplement appris à marcher d'une manière plus assurée, plus consciente et en gaspillant moins d'énergie. Chaque pas, à partir de maintenant, sera plus réfléchi, chaque choix plus en accord avec la personne que tu veux devenir. À la fin, tu comprends que la transformation n'a pas été seulement de te remettre de quelque chose, mais de devenir quelqu'un qui ne perd plus autant de temps avec ce qu'il ne peut pas maîtriser. Et c'est ça l'essence de vivre en stoïcien. Agir là où on peut agir et accepter le reste avec sérénité. Dans la prochaine partie, on va voir comment appliquer ce cycle de 3 jours chaque fois que nécessaire, dans n'importe quel domaine de la vie,
pour continuer à grandir et à se renforcer dans toutes les situations. Partie 5. Le cycle des 3 jours à utiliser quand c'est nécessaire. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'est pas seulement une réponse à un moment précis de ta vie. Ce processus de 3 jours est un outil stratégique et comme tout bon outil, il peut et doit être utilisé chaque fois que tu sens que tu as besoin de reprendre le contrôle sur toi-même. Le stoïcisme enseigne que la vie est faite de cycles. Pertes, changements, défis et nouveaux départs font partie du chemin de chacun. La question n'est pas s'ils vont arriver, mais quand. Ce qui change le parcours d'une personne, c'est la façon dont elle choisit de traverser ces cycles. Et cette séquence, silence, reconstruction, réapparition, peut s'appliquer à tout domaine où il faut retrouver force et clarté. Imagine que tu traverses un problème au travail. Un projet important a échoué, une critique injuste a ébranlé ta confiance ou quelqu'un a tenté de nuire à ta réputation. Le réflexe naturel serait de répondre tout de suite, te défendre, réagir avec la même intensité. Mais le cycle des 3 jours t'offre une autre option. Jour 1, garde le silence et éloigne-toi des disputes. N'alimente pas la tension, ne t'explique pas à chaud. Jour 2, concentre-toi sur la réorganisation de tes idées et prépare des actions concrètes pour redresser la situation. Jour 3, reprends l'action avec assurance, en montrant compétence et équilibre sans avoir besoin de te justifier. Ce même principe vaut pour des décisions importantes. Peut-être es-tu face à une rupture de partenariat, un changement de carrière, ou même la décision de mettre fin à une amitié qui ne t'apporte plus rien. Appliquer le cycle ici peut éviter un regret. Le premier jour, coupe le bruit et observe tout avec du recul. Le deuxième, travaille intérieurement pour être sûr de ce que tu veux, sans précipitation. Le troisième, fais un pas clair vers la direction choisie, avec plus de confiance et moins d'émotions brutes. La beauté de cette méthode, c'est qu'elle est simple, mais profondément stratégique. En seulement 3 jours, tu évites les décisions hâtives, tu réduis l'impact émotionnel et tu reviens dans le monde plus aligné avec tes valeurs. Épictète rappelait « Personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même ». Et ce cycle est, en pratique, un exercice de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui t'arrive, mais de contrôler la façon dont tu réagis à ce qui arrive. Cette nuance change tout. Autre point important, répéter ce processus crée un schéma mental. Chaque fois que tu le suis, il devient plus facile de repérer les signes montrant que tu es sur le point de perdre le contrôle. Et, en reconnaissant ces signes tôt, tu peux agir avant que l'élan ne prenne le dessus. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient rapide et naturel de revenir à cette stratégie. Mais il y a un détail à ne pas oublier. Ce cycle ne doit pas servir d'échappatoire. Il ne s'agit pas de disparaître à chaque fois que quelque chose dérange ou d'éviter les discussions importantes. Il s'agit de choisir des pauses stratégiques pour agir de façon plus claire et constructive. Le silence du premier jour n'est pas là pour fuir ses responsabilités, mais pour éviter des réponses impulsives qui peuvent coûter cher. Tu peux aussi adapter ce cycle au moment d'épuisement personnel. Quand la vie semble lourde, quand l'énergie baisse et que la clarté disparaît, 3 jours peuvent tout changer. Jour 1. Coupe les engagements qui vident ton énergie. Désactive les notifications. Reporte les tâches non urgentes. Respire. Jour 2. Nourris ton corps et ton esprit avec du repos, des lectures inspirantes, des échanges positifs et des activités qui apportent de la légèreté. Jour 3. Reviens avec un plan simple et clair pour reprendre le rythme, sans chercher à rattraper tout d'un coup. Cette méthode est aussi utile dans les conflits personnels. Une dispute animée avec un ami, un partenaire ou un proche peut mener à des mots qu'on ne pourra plus retirer. 3 jours de pause, pas de froideur ni de punition, mais de réflexion, peuvent sauver des relations qui valent la peine et renforcer des limites là où elles étaient fragiles. Avec le temps, tu verras que cette stratégie n'est pas seulement une défense contre les pertes émotionnelles, mais un moyen d'avancer dans tous les domaines. Elle t'offre ce que les stoïciens valorisaient tant, le temps de réfléchir avant d'agir. Et réfléchir avant d'agir, ce n'est pas être lent, c'est appliquer l'intelligence émotionnelle. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon de cette partie. Le cycle des 3 jours est plus qu'un remède aux blessures.
c'est une façon de vivre. Il t'empêche de réagir à chaud, préserve ton énergie et fait en sorte que chaque geste soit volontaire. Celui qui maîtrise cette pratique n'agit pas par élan, il agit par choix. Partie 6. Le respect qui vient sans demander. Le respect est quelque chose de particulier. Quand tu veux le forcer, il s'échappe. Quand tu le réclames, il s'éloigne. Mais quand tu vis en accord avec tes valeurs, il arrive sans que tu aies à le demander, sans annonce, sans efforts artificiels. C'est comme l'ombre qui te suit. Tu n'as pas besoin de courir après. Il suffit de marcher dans la bonne lumière pour qu'elle vienne d'elle-même. Le stoïcisme enseigne que le vrai respect ne vient pas des mots, mais de la cohérence. Marc Aurèle dirigeait un empire entier et pourtant, il ne comptait pas sur la peur pour être obéi. Il gagnait par l'exemple, par la maîtrise de soi, par une discipline discrète. Sa façon de vivre, plus que n'importe quel discours, était une leçon pour tous ceux qui l'entouraient. Quand tu utilises le silence stratégique, que tu reconstruis ton axe intérieur et que tu restes fidèle à ta route, tu envoies un message silencieux. Je me respecte. Et parce que je me respecte, ma présence impose le respect. Ce message n'est pas crié. Il est dans ta démarche, dans ce que tu acceptes ou refuses, dans le ton de ta voix quand tu t'affirmes. Ce n'est pas se mettre au-dessus de quelqu'un. C'est ne plus jamais se mettre en dessous de ce que tu mérites. Le respect qui vient sans demander n'est pas le même que la reconnaissance qui dépend de l'approbation. Il ne se base pas sur des likes, des applaudissements ou des réponses. Il se construit jour après jour, quand les gens voient que tu ne te brades pas, que tu tiens parole, que tu sais t'éloigner quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs. Et ce respect ne vient pas seulement de ceux qui sont proches, il vient aussi de ceux qui t'observaient de loin. Collègues, membres de la famille, voisins et même inconnus peuvent voir que tu es devenu plus solide, plus sûr, plus maître de toi. C'est le genre de changement qu'on ressent avant même de le comprendre. Ta posture change, ton regard change, et cela crée une barrière invisible contre toute tentative de manque de respect. Le plus intéressant, c'est que, bien souvent, même ceux qui t'avaient sous-estimé auparavant commencent à te voir autrement. Pas parce que tu as cherché ça, mais parce que ta nouvelle attitude ne laisse plus de place au même genre de traitement que tu acceptais avant. Dans le stoïcisme, c'est la preuve que la maîtrise de soi est plus puissante que toute tentative de contrôler les autres. Tu n'as pas besoin d'imposer la peur, d'élever la voix ou de forcer la reconnaissance. Elle vient de la façon dont tu vis. Ce respect discret change aussi profondément ta manière de te lier aux autres. Tu attires désormais des relations plus saines, car tu ne tolères plus moins que ce que tu mérites. Pas besoin de crier tes limites. Elles sont visibles dans ton comportement et dans ta façon de te tenir. Et cette clarté éloigne naturellement ceux qui ne sont pas prêts à les respecter, te faisant économiser ton énergie et préserver ta tranquillité. Sénèque disait « La dignité d'un homme est dans le contrôle qu'il a sur lui-même ». Quand tu ne réagis pas aux provocations, que tu ne cèdes pas aux chantages affectifs et que tu ne perds pas de temps avec des jeux d'ego, tu transmets un message silencieux de force. Et les gens, même s'ils ne l'avouent pas, le ressentent. Ils savent qu'ils sont face à quelqu'un qui ne troque pas ses principes par commodité. Le respect qui vient sans demander est aussi durable. Il ne s'efface pas avec une seule erreur ou un moment difficile, car il s'est construit sur la constance et la vérité, pas sur des gestes isolés ou des mises en scène. Plus tu vis en accord avec tes valeurs, plus ce respect devient une partie de ton nom, de ta présence et de ton histoire. C'est comme une réputation solide. Elle ne naît pas en un jour, mais elle ne se perd pas facilement quand elle est authentique. Il y a un point important. Ce respect ne dépend pas d'être aimé de tous. Souvent, en t'affirmant clairement, tu déranges ceux qui étaient habitués à ta version soumise ou trop disponible. Et c'est très bien. Le respect n'est pas l'unanimité, c'est la cohérence. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tout le monde, mais tu as besoin de ta propre approbation quand tu poses la tête sur l'oreiller le soir. Au final, c'est ça la vraie victoire. Non pas avoir poussé quelqu'un au regret, mais être devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Car qui tu es parle déjà pour toi.
Tu ne dépenses plus ton énergie à convaincre le monde de ta valeur. Tu vis de manière à ce que ce soit évident. Et c'est une conquête que personne ne peut enlever. Arriver ici, ce n'est pas seulement regarder une vidéo jusqu'au bout. C'est traverser mentalement un chemin qui a commencé par la douleur, est passé par le silence, a évolué en reconstruction et s'est terminé par la présence et le respect. Tu n'as pas seulement écouté des mots, tu as parcouru, étape par étape, une route qui peut changer complètement la manière dont tu te présentes au monde. Tu as commencé au point le plus vulnérable. Quelqu'un t'a quitté, t'a sous-estimé ou blessé. Le jour 1, tu as appris à utiliser le silence comme stratégie, coupant les déclencheurs et stoppant le cycle qui gardait la blessure ouverte. Le jour 2, tu as repris cette énergie tournée vers l'extérieur et l'a dirigée vers l'intérieur en reconstruisant ton axe et en renforçant ton esprit. Le jour 3, tu es réapparu transformé, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que tu ne rentrais plus dans ton ancienne version. Ensuite, tu as compris le risque de tout perdre si tu laissais l'orgueil et la vengeance guider tes gestes. Tu as vu que céder à ces élans, c'est comme donner à l'autre la clé de ta paix et que la vraie victoire n'est pas de provoquer des regrets, mais de vivre si aligné que la vie des autres perde son poids. Tu as compris que l'entraînement mental de chaque jour est ce qui maintient la transformation. Qu'il ne suffit pas d'atteindre un état de force, il faut l'entretenir au quotidien en faisant attention aux pensées, aux déclencheurs et à l'entourage que tu choisis de fréquenter. Tu as remarqué que le gain discret change la manière dont tu te présentes au monde, que la confiance n'a pas besoin d'être criée et que les gens perçoivent quand ton énergie est différente, même si tu ne dis rien. Que cette nouvelle attitude attire des liens plus sains et éloigne sans effort ce qui ne correspond plus à ta vie. Tu as compris que ta nouvelle version vit sans être accrochée au passé, que les lieux, les chansons et les dates perdent leur emprise quand tu crées quelque chose de plus grand pour les remplacer. Que l'amour fatigue, aimer ton destin, même les parties que tu n'aurais pas choisies, est l'une des plus grandes preuves de liberté. Tu as appris que le cycle des 3 jours ne sert pas seulement à surmonter des relations, mais à toute situation demandant clarté, pause utile et action réfléchie. Et au final, tu as vu que le respect qui vient sans être demandé est la preuve discrète que la transformation est réelle. Tu ne recherches pas l'approbation, tu vis d'une façon qui la rend naturelle. Ce que je veux que tu retiennes d'ici est simple et net. La personne qui t'a quitté, manqué de respect ou sous-estimé peut regretter ou non, mais cela ne compte plus. Ce qui compte, c'est que tu ne te perdes jamais en voulant prouver quelque chose à quelqu'un. Ta vie est désormais ta priorité, et ceux qui veulent en faire partie devront respecter l'espace que tu as gagné. Et voici la phrase finale que je veux que tu écrives dans les commentaires. Mon changement est ma victoire. Ce n'est pas juste une phrase pour apparaître dans la vidéo. C'est un pacte discret avec toi-même. Un rappel quotidien que ton progrès ne dépend pas des applaudissements, mais de ta constance. Si ce contenu t'a parlé, mets un like à la vidéo. Ça aide le message à atteindre plus de gens qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir ce genre de contenu et active la cloche pour ne rien rater. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit un moment semblable, car parfois, une seule phrase suffit pour changer la direction d'une vie. Et avant de partir, regarde les autres vidéos qui s'affichent à l'écran maintenant. Elles vont approfondir encore plus ton chemin d'autodiscipline, de force et de clarté. Peut-être que la prochaine vidéo sera celle qui fixera la transformation que tu as commencée ici. Souviens-toi, le silence n'est pas un vide. C'est la base sur laquelle ta nouvelle vie est en train de se construire. Et quand il est utilisé avec intention, il change non seulement la manière dont le monde te voit, mais surtout la façon dont tu te regardes. Voilà la vraie victoire. Te voir dans le miroir et reconnaître que tu es vraiment ta meilleure version jusqu'ici et qu'elle ne fera que s'améliorer.